Le cri de Picasso de Jean-Luc Acaïdi, qui est philosophe et actuellement ambassadeur, Jean-Luc Acaïdi de la droite. Et puis Anton Wilhelm Amo, une philosophie de l'implicite de Daniel Bourrois qui est professeur de philosophie. Ces deux livres ont deux points communs, au moins, c'est d'être paru chez Présence africaine et surtout d'être édité dans la même collection, La philosophie en toutes lettres, collection dirigée par le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est là, qui est avec nous. Donc je vous propose de commencer par une petite introduction du professeur Souleymane Bachir Diagne. Pourquoi ces deux livres sont importants et quelle place ont-ils dans les débats en cours dans la philosophie africaine? Merci. Merci infiniment Ousmane. Je suis ravi, en tant que directeur de collection, de présenter rapidement, le plus brièvement possible, les deux derniers nés de la collection La philosophie en toutes lettres, que Présence africaine m'a fait véritablement le grand honneur et l'amitié de me confier comme directeur de collection. Et les deux livres partagent beaucoup de choses, partagent en particulier de poser la question de la philosophie africaine de deux manières très différentes et qui nous intéressent. Dans le premier cas, c'est la présentation d'un philosophe. En général, on connaît son nom, on n'a pas toujours lu son œuvre, mais beaucoup de gens savent que ce philosophe, Anton Wilhelm Amo, qui était ghanéen et allemand, a enseigné donc en Allemagne, était professeur de philosophie en Allemagne. Ceci était suffisamment remarquable en ce temps-là pour que son nom et sa qualité d'Africain, enseignant la philosophie dans un pays qui a tous les égards et le pays même de la philosophie, se remarque. Et alors on a très souvent parlé d'Anton Wilhelm Amo en disant le grand philosophe africain. C'était une bonne question de se demander ce que ça signifiait qu'il était philosophe africain. Voilà un homme qui a été élevé tout petit en Allemagne par un duc qui l'a pris sous son aile. Il en était le fils adoptif qui lui a donné la meilleure éducation possible, éducation qui a fait qu'en effet, il est devenu philosophe et professeur de philosophie. Daniel parlera plus des détails. Et donc, il a écrit deux ouvrages qui étaient sa thèse sur l'union de l'âme et du corps, une grande question philosophique qui était présente depuis Descartes, disons. Et la question était de savoir ce que signifiait dans son cas être philosophe africain. Il était certainement philosophe, il était certainement africain. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être philosophe africain dans son cas? Amo a toujours eu ce rôle de contre-exemple. Il est intéressant de voir, par exemple, que l'abbé Grégoire, qui vous le savez, pendant la Révolution française, était le grand défenseur des Noirs, disons. Il était abolitionniste, il était pour l'égalité humaine. Et l'un des éléments de la démonstration de l'abbé Grégoire, c'était de dire qu'il y a une richesse extraordinaire de la littérature des nègres. Donc son livre s'appelait d'ailleurs comme ça, La littérature des nègres. Et il a cité dans ce texte un certain nombre d'auteurs qui étaient la preuve vivante, selon lui, que les nègres avaient produit une littérature aussi riche que d'autres peuples. Et il cite en particulier Amo. Plus près de nous, Amo a, à un moment donné, été également mis très en avant par la République démocratique allemande, au moment où le rideau de fer existait encore entre l'Est et l'Ouest. Et la République démocratique allemande, où se trouvaient donc les lieux où Amo avait exercé sa profession de philosophe, cette République était très fière de dire « Chez nous, un philosophe africain éminent a enseigné, et c'est Amo ». Et donc Amo a servi en quelque sorte de lien à ce moment-là entre la RDA et le Ghana en particulier, qui était la terre d'origine de Amo. Donc voilà le rôle qu'on a fait jouer à Amo, c'est-à-dire qu'il a toujours été présenté comme le philosophe noir, le philosophe africain, qui apportait la preuve qu'on ne pouvait pas parler d'une sorte d'incapacité cognitive des Africains. Les Africains pouvaient s'élever
à la dimension de la philosophie comme les autres peuples. Parce que vous savez, la philosophie occupe une place éminente dans la hiérarchie des disciplines. On estime qu'en effet, la philosophie est véritablement l'esprit même de l'Europe. Donc, dire que voilà un Africain qui philosophait aussi bien qu'un autre était important. Maintenant, la question est de savoir quelle était l'africanité de sa philosophie. Lorsqu'il s'exprime sur une question philosophique comme l'union de l'âme et du corps, qui était une question philosophique présente sur le terrain européen, en quoi est-ce que ce qu'il en dit quelque chose de son africanité? Vous avez des philosophes africains qui ont essayé de montrer que la solution qu'il apportait à cette question-là manifestait le fait qu'il était africain. Il était important, avant d'essayer de répondre à une question comme celle-là, d'être très précis sur ce qu'il avait en effet dit dans le contexte qui était le sien. Et donc, il était important, il m'a semblé, comme directeur de cette collection, de susciter un livre sur Amo de la part de quelqu'un qui connaissait parfaitement le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle européen, qui connaissait parfaitement la nature de cette question, de cette grande question philosophique de l'union de l'âme et du corps. Comment est-ce que l'union de l'âme et du corps est possible? Et cette personne, c'était tout naturellement pour moi Daniel Devoy. Daniel Devoy est un vieil ami. Nous nous connaissons depuis presque 50 ans. Nous avons joué au football ensemble dans l'équipe de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est vous dire à quel point je le connais comme ma poche. Et je suis le parrain de sa fille en plus. Donc voilà, il était tout naturel pour moi de dire à Daniel, ok, tu laisses toute affaire cessante et tu me files un mot. Ce que je veux, c'est que tu me retraduis son texte, parce que jusqu'ici, il avait été traduit de manière assez approximative. Donc, je voulais un latiniste, philosophe, chevronné pour retraduire le texte. Et je voulais surtout, parce que Daniel le dira sans doute, vous savez, Amo ne cite pas toujours de manière très exacte ses sources. Et quand il est en discussion avec quelqu'un, puisqu'il écrit à son époque, à une époque où quelqu'un pouvait voir tout de suite quel était son interlocuteur, il n'avait pas toujours besoin de le préciser. Nous, avec le recul, nous avions besoin de voir exactement à qui il parlait, de quoi il parlait, avec qui, à partir de quel texte. Et Daniel était parfaitement bien situé pour faire cela, parce que une des choses que j'ai apprises, moi, en lisant son livre, c'est le fait que beaucoup des interlocuteurs de Amo étaient en fait des médecins, qui eux-mêmes aussi, en tant que médecins, étaient intéressés par cette question de l'union de l'âme et du corps. Ce n'était pas toujours des philosophes, évidemment. Il y avait Leibniz, il y avait Wolff, tous les grands philosophes de ces 17e et 18e siècle. Et Daniel, qui connaît les 17e et 18e siècles dans tous les recoins, était bien placé. Je suis heureux que j'ai pu profiter de son amitié pour lui faire ce livre, toute affaire cessante. Voilà donc la manière dont son livre pose la question de la philosophie d'un Africain en relation avec la grande question de la philosophie africaine. Le livre de mon ami Jean-Luc Akaevi également, Le cri de Picasso, pose la question de la philosophie africaine, disons de manière plus directe. C'est un objet africain qui est son objet, c'est-à-dire l'art classique africain. Que nous disent ces objets? Que nous disent-ils philosophiquement? C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de plaquer un discours philosophique sur ces objets, de les lire ou de les interpréter philosophiquement. C'est ce qu'il s'agit de faire, mais il faut d'abord les laisser parler, ces objets. Parce que ces objets eux-mêmes sont une manière de rendre visible, de traduire dans le langage plastique, dans le langage de l'art, des contenus philosophiques, des contenus cosmologiques, des contenus métaphysiques qui se sont traduits dans ces objets-là. Et donc, il était important de faire ce travail précis, ce travail d'herméneutique, ce travail de lecture, que quelqu'un comme lui, disciple de Paul Ricoeur et tout au fait de cette tradition d'interprétation, soit l'auteur d'un livre comme celui-là. Et en plus, ces objets aujourd'hui s'imposent à notre attention, parce que comme vous le savez, la grande question aujourd'hui qui est agitée, c'est la question de la restitution de l'art classique africain.
que signifie leur déplacement, leur premier déplacement, qui souvent était un arrachement au continent africain, lorsqu'ils se sont retrouvés dans les musées ethnographiques. Comme il est dit, lorsqu'ils sont arrivés dans ces musées ethnographiques, ils ne se sont pas tenus tranquilles. Ils ont eu une influence, ils ont parlé. L'Occident qui avait importé ces objets souvent par la violence coloniale ne s'est pas rendu compte qu'il introduisait le démon chez lui, et ces objets ont révélé à ce moment-là la force extraordinaire qui était la leur, la force d'influence qui était la leur, qui fait d'ailleurs que quand Picasso a visité le musée du Trocadéro où des objets africains avaient été entreposés, il a lui-même dit qu'il était en quelque sorte hanté par ces objets et qu'il avait besoin de les exorciser. La manière dont il les a exorcisés, ça a été de les introduire dans son propre langage, dans sa propre recherche plastique, d'où le titre que Jean-Luc a donné à son livre, Le cri de Picasso. Et donc voilà les questions qu'il explore, voilà la manière dont il pose la question de la philosophie africaine. Et c'est la raison pour laquelle je suis absolument un directeur de collection heureux d'être ici avec mes amis et avec notre modérateur Ousmane Ndiaye, qui est mon jeune frère, un journaliste que vous connaissez évidemment parfaitement, et dont nous avons la chance de bénéficier pour ce qui est de la modération. Merci Ousmane. Moi, je suis un questionneur naïf. Alors, Jean-Luc Akaïli, je vais commencer par vous. En écoutant Bachir, il vous adresse des questions que je trouve intéressantes. Retracer l'histoire de l'art nègre, parce que, contrairement à Bachir, je note que vous dites art nègre, Bachir dit art africain. Pourquoi ce parti pris? Je vais quand même commencer par être protocolaire, ça me paraît essentiel. Jean-Luc Akaïli est ambassadeur de son pays au Sénégal. Quand je dis protocolaire, c'est par rapport à la collection. Je remercie vivement le professeur Souleymane Bachir Ndiaye d'avoir accueilli mon livre dans cette prestigieuse collection de la philosophie à présence africaine. C'est essentiel. Parce que je cherche longtemps à faire publier ce texte. Et quand je remercie Souleymane Bachir Ndiaye, je pense à la grande dame de présence africaine, Christiane Yandé Diop, Daniel Diop, parce que ce livre, au fond, Bachir ne m'a pas dit, au fond, c'est ma thèse de doctorat d'État S-Lettres, ancienne formule, que j'ai transformé en livre. Et vous savez, à l'époque, c'était pas facile de trouver un éditeur pour publier les thèses d'État de l'époque. Mais j'ai eu la chance, et je peux dire la chance, le jour où je soutenais cette thèse d'État en Sorbonne, Madame Christiane Diop était là. Elle a vu, elle a entendu, elle a écouté, ça a duré 6 heures. Ça a duré 6 heures. Elle a entendu, elle a dit, ben, il faudrait tout faire pour que ça devienne un livre. Et pour que ça devienne un livre, il faut réécrire, il faut reformuler, il faut sortir tout de l'arsenal académique pour accéder à un arsenal, un vocabulaire tout à fait commode pour tout le monde. Et avec notre ami commun, Romuald Foucault, nous avons essayé, donc faire ce peu de reformuler, de recadrer, jusqu'à ce que, avec toujours la complicité du professeur Souleymane Bachir Ndiaye et la complicité de Suzanne Diop, la directrice, de trouver un titre qui corresponde effectivement à la vie actuelle et qui corresponde effectivement à la vision de la collection. C'était ça d'abord, à la vision de la collection, c'était de montrer l'urgence, l'actualité de la philosophie africaine à travers un certain nombre de matériaux, que ce soit le texte, que ce soit les masques, que ce soit les images. Et moi j'ai pris les images, les objets, pour faire montrer, pour faire parler ces objets, de façon à ce que, à partir de l'interprétation que j'ai faite de ces objets, découvrir toute la philosophie,
je l'ai dit quelque part, je le dis encore, toute la profondeur métaphysique qui accompagnait ces objets lorsqu'ils procèdent à la passerelle entre le monde visible et le monde invisible. Et donc c'est comme ça que je me suis mis pendant, si vous plaît, pendant une quinzaine d'années à travailler, à rechercher, à interpréter depuis ces objets, depuis leur domiciliation dans les cabinets de curiosité de la Renaissance, cabinets de curiosité devenus des chambres de merveille 15e, 16e siècle, et à ce moment-là, ces objets traduisent un certain nombre de pensées que les renaissants italiens, que les renaissants hollandais, parmi lesquels, et allemands, parmi lesquels lui-même Dürer, le grand peintre Dürer, lui-même est fasciné par ces objets, et lui-même il comprend que derrière ces objets, il y a une pensée métaphysique profonde. Évidemment, nous n'avons pas, malheureusement, l'interprétation de Dürer, mais nous savons très bien qu'il a acquis un certain nombre d'objets africains, tout comme d'autres peintres de la Renaissance italienne, par exemple Benvino, qui a vu les olifants Congo, qui a vu les salières Sapi du Libéria, qui a vu les salières du golfe du Bénin, Nigeria et Bénin actuel, et à partir de là, ils avaient compris qu'il y avait véritablement une philosophie, une pensée qui était là, mais comme à l'époque c'était considéré comme des objets de curiosité ou des objets d'émerveillement, des objets de ravissement, ils n'ont pas poussé l'outrecuidance jusqu'à chercher à interpréter ces objets. Mais n'empêche que, quelque part, ces objets leur rappelaient, pour certains, comment, que ce soit Piero della Francesca, que ce soit Duccio, que ce soit Masaccio, les grands peintres de la Renaissance, comment ils faisaient découvrir la pensée religieuse chrétienne à travers les tableaux. De la même façon, ces objets africains de ces époques-là traduisaient la pensée profonde de ces Africains à cette époque-là. Donc il y a eu, on pourrait dire, entre la Renaissance et la découverte de la Renaissance italienne et la découverte de ces objets, une espèce de dialogue culturel, de dialogue de culture entre ces deux moments qui sera complètement biffé à cause de la traite qui va survenir à partir du XVIIe, XVIe siècle, et à partir de ce moment-là, ces objets quittent les caves, quittent les coffres, parce que c'est les coffres des cabinets de curiosité, pour s'échouer dans les cabinets des muséums d'histoire naturelle, et dans les cabinets d'histoire naturelle, ils prennent une autre tournure et on leur affecte un vocabulaire particulier. C'est des objets primitifs, c'est des objets démoniaques, c'est des objets dangereux. Et à ce moment-là, on les cache dans les caves, on ne les voit plus. On ne les voit plus, si bien que tous les philosophes du XVIIIe, XIXe siècle, en tout cas tous les philosophes du XVIIIe, XIXe siècle, particulièrement David Hume qui était conseiller du conservateur en chef du British Museum, c'est David Hume qui d'ailleurs renseignait Kant sur ces objets-là, et ces objets-là ne sont plus vus d'une façon esthétique, d'une façon artistique par ces philosophes du XVIIIe siècle qui interprètent l'Afrique à partir des textes de naturalistes, particulièrement Buffon, particulièrement Linné, en disant qu'au fond, ces objets sont des objets primitifs parce qu'ils dérivent des peuples dits primitifs. Et à ce moment-là, on ne les voit plus, on ne les considère plus comme des objets d'art, ils sont devenus des objets de repoussoir, et jusqu'à ce que, au XIXe siècle, là, vous avez vu, j'ai fait une grande traversée, jusqu'au XIXe siècle, où petit à petit, les missionnaires, les voyageurs, certains écrivains reviennent d'Afrique
avec un certain nombre d'objets, soit ils les vendent au marché, dans les brocantes, dans les marchés de brocante, soit ils les exhibent de temps en temps dans des parcs zoologiques, et on les voit là, et parmi ceux qui voient ces objets, surtout dans les brocantes, il y a tous ces artistes du début du XXe siècle. Il y a Picasso, Lamarck, et voilà comment, à ce moment-là, lorsqu'ils rentrent en contact avec ces artistes comprennent, évidemment moyennant un certain nombre de cultures, ils comprennent que ces objets-là traduisent une certaine esthétique, une certaine pensée, mais ce qui les intéresse, c'est la façon dont ces objets ont été fabriqués. Et regardant ces objets, ils pensent qu'à partir de ces objets, ils peuvent régler un certain nombre de problèmes esthétiques, de problèmes formels, que la peinture occidentale ne leur avait pas donné, mais qu'ils trouvent là la façon d'accéder soit à la troisième dimension, soit à d'autres dimensions de l'esthétique que Cézanne avait ouvert, le grand peintre Cézanne avait ouvert, que Léonard de Vinci avait ouvert, mais que là, il ne percevait pas. C'est à ce moment-là qu'il découvre que c'est véritablement sur le plan esthétique, sur le plan formel, ces Africains mettaient là en place un dispositif esthétique qui leur permettait de régler leurs propres problèmes esthétiques. Et c'est comme ça qu'il y a eu dialogue entre ces artistes et ces objets, mais pas de dialogue entre ces artistes et les artistes africains qui fabriquaient ces objets. Voilà, concernant l'influence ou les rémanences de ces objets dans l'esthétique européenne contemporaine, mais eux-mêmes, les artistes européens, ont bien compris qu'il y avait dans ces objets quelque chose de tout à fait nouveau qui a fait qu'à partir de leur contact au travail, du contact de leur propre sculpture, de leur propre peinture avec les objets africains, ils ont fait émerger ce que nous appelons l'art moderne. Voilà. Merci Jean-Luc. En écoutant Jean-Luc Akaili raconter l'histoire des origines nègres là, il parle de philosophie, il a parlé de Kant, et il me semble, si je ne me trompe, Kant est contemporain de William Amo. Non, du même siècle. Oui, ils sont contemporains, au sens où Amo est né au début du XVIIIe, on ne sait pas exactement quand, on n'est pas sûr, entre 1700 et 1705, et où il va mourir, on ne sait pas exactement quand, après 1754 en tout cas, mais on ne sait pas exactement à quel moment. Parce que l'interrogation que j'ai eue en vous lisant, moi j'ai étudié la philosophie en Afrique, au Sénégal, en me disant pourquoi on nous a beaucoup parlé de Kant, on nous a presque jamais parlé de William Amo, je posais la question tout bêtement pourquoi il disparaît. Pour moi c'est comme une réapparition ce livre. Pourquoi il disparaît, ça, il va peut-être falloir voir un petit peu quel est son parcours pour essayer de le comprendre. Et donc, alors sur ce parcours, je voudrais commencer par une remarque par rapport à ce que Suleiman a dit tout à l'heure. Il a parlé d'un texte qui s'appelle La littérature des nègres. Et évidemment, le terme de nègre, notamment chez les plus jeunes actuellement, il peut faire tiquer dans un certain sens. Et deux remarques du coup sur ce terme. D'abord, il est très courant et principalement, de façon générale, il n'est pas péjoratif au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on n'est pas aux États-Unis au XXe ou au XXIe siècle. Ça n'a pas le même sens. Ça a presque le même sens que dans art nègre, c'est-à-dire un sens positif. Un sens positif. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que quand on prend les dictionnaires du temps, par exemple le Tréhou, dictionnaire qui sort en 1762,
Il y a marqué nègre, population, etc., africaine, premier sens. Second sens, nègre signifie aussi esclave. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu un voisinage en quelque sorte. Pas une assimilation, mais un voisinage du terme avec l'esclavage. Ce qui fait que Hameau lui-même ne s'appelle jamais nègre, il s'appelle Affaire. Et il s'intitule Hameau Affaire, Hameau l'Africain. Voilà. Donc ça c'est une première remarque sur ce terme d'usage, quoi qu'il arrive, désormais évidemment délicat, du coup. Mais pour des raisons qui, au XVIIIe siècle, n'existaient pas encore véritablement. Seconde remarque que je ferai sur l'éducation d'Hameau. Alors, l'éducation d'Hameau, non plus, on ne la connaît pas dans son détail. Il a été sans doute acheté par des marchands hollandais qui l'ont offert, pas vendu, apparemment offert, au duc de Brunswick-Wolfenbüttel en Allemagne. Et pour des raisons qu'on ne sait pas non plus, le duc a accepté cette offrande et décidé d'élever le jeune garçon exactement dans les mêmes conditions que ses propres enfants. Il est ghanéen. Il est d'origine ghanéenne, oui. Enfin, de l'actuel Ghana. On ne sait pas exactement le détail de ses études, mais il réussit manifestement beaucoup mieux que les enfants du duc. C'est-à-dire qu'il va soutenir tout d'abord une thèse de droit, de iure mororum, évidemment toutes les thèses en Allemagne se soutiennent en latin à l'époque. Ces textes de philosophie seront donc aussi écrits en latin, comme tout le monde pratique à l'époque. Mais il publie d'abord une thèse de droit, donc on sait qu'il a suivi des études juridiques. Il poursuit dans le même temps également des études médicales et évidemment des études philosophiques, puisque une fois sa thèse passée, sa thèse c'est le texte que j'ai traduit dans le livre, là, une philosophie de l'implicite, une fois passée sa thèse, c'est la philosophie qu'il va enseigner ensuite à Iéna et dans deux ou trois villes de la Saxe jusqu'au milieu des années 40. Donc, pendant une quinzaine d'années, il va enseigner la philosophie. Après, pour des raisons qui nous échappent encore pour l'essentiel aussi, il retourne au Ghana à la fin des années 40 et ensuite donc on perd sa trace. Il y a un marchand hollandais qui le croise en 1754, c'est pourquoi j'utilisais cette référence tout à l'heure. Et puis on ne sait plus ensuite, on ne sait pas quand il meurt. Enfin, on n'a aucune source absolument fiable sur ce point-là. Alors, le point sur lequel je voudrais insister donc, c'est le fait qu'il a une espèce d'assimilation de l'essentiel de la culture, je ne sais pas, occidentale est sans doute un anachronisme pour parler de la culture allemande de l'époque, mais enfin, à peu près quelque chose comme ça. Et je pense que s'il y a une originalité philosophique de Hameau, elle n'est pas dans son origine. Tout ce par quoi il a été éduqué, c'est par la culture allemande de l'époque, hein, intégralement. Il est arrivé à 3 ans, quelque chose comme ça, donc il a été intégralement éduqué par cette culture-là. En revanche, il dessine une sorte de position originale dans sa façon d'aborder un problème philosophique assez classique. Si l'on veut, le problème de l'union de l'âme et du corps. Chez lui, ça prend plus précisément le problème de ce qu'on pourrait appeler l'interaction, savoir qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est passif entre l'âme et le corps dans les événements qui les concernent tous les deux. Voilà, sa propre position, elle est essentiellement définissable sur ce point-là. Et ce qui est caractéristique, y compris dans sa façon de faire des études, c'est qu'il n'y a pas de distinction dans sa pensée
entre les autorités médicales et les autorités philosophiques. D'ailleurs, les autorités philosophiques, pour l'essentiel, il les connaît, mais il ne les cite pas. Il y a un seul auteur qu'il cite régulièrement, c'est Descartes. Et il n'est pas cartésien. Il le cite, mais non pas pour adhérer, disons, à sa pensée. Les grands philosophes du temps, le grand philosophe, disons, contemporain, qui enseigne en même temps que lui en Saxe, c'est Wolff. Et il ne le cite jamais. Ça ne veut pas dire que cette pensée n'intervient pas dans la pensée d'amour. En revanche, ceux qu'il cite, pour l'essentiel, ce sont des médecins du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Au point que son directeur de thèse, celui avec qui il fait sa thèse de philosophie, n'est pas un philosophe, c'est un médecin. Il s'appelle Karl Löscher. Il a publié lui-même antérieurement une thèse, mais c'est une thèse de médecine. Alors c'est une thèse de médecine qui porte sur l'âme, sur les rapports entre l'âme et puis les circuits nerveux. Et quelque chose qui s'appelle, à l'époque, le flux nerveux ou le suc nerveux, sulcus nerveus en latin. Et ce sulcus nerveus, on va le retrouver dans la thèse d'amour. Je veux dire par là que son originalité est précisément, non pas du fait de cet extrait de l'éducation qu'il a reçue, mais de croiser différemment, peut-être d'un certain nombre d'autres, tous les apports qu'il a précisément reçus. Son originalité, elle est dans cette façon de s'autoriser aussi bien de textes médicaux que de textes philosophiques, ce qui tout de même, pour l'essentiel, ne se fait pas véritablement à l'époque. Alors, il y a notamment le grand pape de la physiologie de l'époque, s'appelle Friedrich Hoffmann. Alors pour le coup, Friedrich Hoffmann, Amo ne le cite pas. En revanche, il lui dédie son second ouvrage qu'il a publié 4 ans après sa thèse de philosophie. L'ouvrage est dédié à Hoffmann, qui est, disons, le plus grand physiologue du 1er XVIIIe siècle. Et pour l'essentiel, les positions, disons, d'Amo sur ce qui concerne les rapports entre l'âme et le corps s'éclairent beaucoup mieux si on les met en relation avec les textes d'Hoffmann qui concernent la sensation, le rapport entre la sensation et puis ce qui se passe dans le cerveau, ou ce qui se passe dans le cœur, la circulation sanguine, la circulation nerveuse, etc. Donc, ce qui est ainsi caractéristique de son mode d'intervention philosophique, si je puis dire, et c'est ça qui fait son originalité, c'est cette façon de croiser les savoirs d'une manière qui n'est pas coutumière. C'est pas que ça n'existait pas, mais c'est quelque chose qui n'est pas courant et qui du coup va produire le fait que sur les relations entre l'âme et le corps, et là, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là plus particulièrement, mais il va adopter une position assez originale par rapport à la tradition antérieure d'où il part. Vous voyez ? Et donc, le fait d'être affaire pour Amo, le fait d'être africain, ne se marque pas par une espèce de nature qui parlerait malgré la culture, en dépit de la culture qui lui a été imposée, mais plutôt par une façon différente de recevoir cette culture. Ouais, c'est plutôt par cette singularité-là qu'il est devenu caractéristique. Je peux le dire de façon biographique. Quand je suis rentré sur l'invitation de Suleiman dans le texte d'Amo, au départ, je n'avais aucune prévention, ni positive ni négative, sur le texte. Et précisément, ce qui m'intéressait, et ce pourquoi j'ai fini par dire à Suleiman, bon, on va le faire, c'est précisément cet élément-là. C'est le fait qu'il y a une dimension d'originalité dans la façon de croiser les préoccupations médicales avec les préoccupations philosophiques. Voilà, c'est ça qui fait son intérêt particulier. Alors du coup, ça me permet de aussi peut-être commencer d'esquisser une réponse à votre question,
qui est que c'est sans doute aussi par le fait de cette originalité-là qu'ensuite sa trace s'est perdue. C'est-à-dire qu'il n'a pas initié de tradition dans la matière et que le caractère plutôt parallèle des travaux médicaux et des travaux philosophiques sur les questions d'organisation, d'interaction du psychique et puis du corporel, etc., ce caractère parallèle est massivement demeuré après comme avant. Et donc la veine consistant à interroger, disons, quelque chose comme la force du corps dans l'activité sensorielle. Puisqu'en gros, c'est là-dessus que tourne finalement cette préoccupation. Le fait donc d'interroger cette force-là comme une espèce de force vitale, c'est quelque chose qui va caractériser en effet les études médicales du second XVIIIe siècle. C'est pour ça que j'ai fait un petit chapitre conclusif sur les rapports entre la pensée de Hameau et la pensée d'un médecin important dans les théories vitalistes au milieu du XVIIIe siècle, qui s'appelle Théophile de Bordeaux, qu'on retrouve chez Diderot, etc. Et il y a une réelle parenté. Et cette parenté se fait avec plutôt des auteurs médicaux, et évidemment des auteurs médicaux qui n'ont pas lu Hameau. Ils n'ont pas lu Hameau parce que, pour l'essentiel, ce qu'ils lisent, ce sont les auteurs médicaux antérieurs. Et les auteurs philosophiques, eux, ensuite, précisément, eh bien, ne liront pas particulièrement Hameau, ne retiendront pas pour l'essentiel cette proposition de croisement des savoirs, si l'on peut dire, et demeureront plutôt dans une espèce de tradition que finalement Hameau n'a pas réussi à faire bouger, mais c'est un peu normal, puisqu'il est quand même une espèce d'astre un petit peu isolé dans le savoir du XVIIIe siècle, donc dont la singularité ne pouvait pas être ipso facto puissante et exercer des effets considérables sur le cours de la pensée. Et ce qui fait que, par après, le parallélisme entre les savoirs médicaux et philosophiques, eh ben, c'est, disons, non pas restauré, mais c'est continué comme auparavant. Et en conséquence, son apport propre a été oublié à la fois par les médecins et disons par les philosophes. Voilà sur ce point-là concernant la disparition de son incidence, au point qu'au XIXe siècle, on ne le lit plus. À la fin du XVIIIe siècle, manifestement, on lit encore. On lit encore ces textes, on sait qu'il a existé, on sait qu'il a eu une certaine importance dans l'histoire de la philosophie au milieu du siècle. Et puis ensuite, ça disparaît, mais pour le dire en d'autres termes, c'est pas non plus extraordinairement étonnant si ça disparaît, et il n'y a pas de raison, comment dire, complotiste à ça, ou quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, c'est pas du tout ça dont il est question, où il n'y a pas non plus de raison raciste pour le faire disparaître. Hein, Il n'était pas invisibilisé parce qu'il était mort. Je pose la question plus directement. Non, je ne crois pas que chez ces lecteurs au milieu du XVIIIe siècle, ça n'intervient pas de façon négative. Le fait qu'il soit noir, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il est considéré par tout le monde comme quelqu'un d'extraordinaire, etc. Ce qui est normal. C'est le seul philosophe noir en Allemagne au XVIIIe siècle. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Donc c'est normal qu'il soit considéré de façon extraordinaire. Mais je veux dire par là que cette origine ne le disqualifie pas dans les représentations du temps. Et alors, je voudrais insister un petit peu sur ce point. Si c'est le cas, c'est parce que les représentations négatives à l'égard des Noirs au XVIIIe siècle, évidemment qu'elles existent. Tout à l'heure, j'ai parlé du terme nègre qui voulait dire aussi bien esclave. Évidemment, elles existent. Mais elles n'ont pas encore pris la forme de ce qu'on appelle communément le racisme. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de civilisation.
On considère, par exemple, c'est ce que Jung considère. Jung considère que les Noirs, ils n'ont pas de civilisation. C'est pas qu'ils ne sont pas biologiquement inférieurs, ils ne sont pas naturellement inférieurs, mais leurs sociétés n'ont pas développé de civilisation, ils n'ont pas d'université, ils n'ont pas d'hôpitaux, etc. Voilà, et donc, c'est pour cette raison-là qu'ils sont considérés comme inférieurs. Pas pour des raisons naturelles, physiologiques ou biologiques dont ils seraient porteurs. Ça, et alors là, pour le coup, il y a quelqu'un qui est responsable en la matière, c'est Kant. Le concept de race, il apparaît, il commence à se construire avec Kant. Pas seulement, il y a des traces qui apparaissent aussi chez Buffon, chez des gens comme ça, mais ça va faire qu'au XIXe siècle, là oui, de façon massive, les Noirs vont être dépréciés pour des questions qu'on va déterminer comme étant des questions de race, des questions de nature. Ils sont inférieurs par nature et non pas par histoire, si vous voulez. Or, c'est une différence. Évidemment, en un certain sens, dans les faits, dans la pratique, ça revient un peu au même. C'est-à-dire que l'esclavagisme, il s'est développé au XVIIIe siècle aussi. C'est pas parce que le XVIIIe siècle n'était pas raciste que l'esclavagisme n'a pas produit ses effets négatifs. Donc, par certains aspects, bien entendu, ça revient au même. Mais c'est cependant assez différent tout de même, et c'est même assez différent dans le type de politique consécutive qu'on prétend exercer à l'égard des populations colonisées, que de penser que ou bien ils sont incapables de s'en sortir par eux-mêmes, ça c'est la version naturaliste, c'est-à-dire la version raciste, on leur apporte quelque chose qu'ils sont incapables de se donner par eux-mêmes. Un bénéfice, voilà, ça veut dire ça. Ou bien une version qui dit que, d'une certaine manière, les sociétés africaines ne sont pas, quand on les a rencontrées, européens, d'autres, ces sociétés n'étaient pas encore arrivées à un point de développement de la civilisation qui était le nôtre. Mais ça sera arrivé plus tard, éventuellement. Vous voyez, le rapport, du coup, ne peut pas être exactement le même à l'égard des populations colonisées. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une responsabilité propre du XIXe siècle, je dirais, plutôt, justement, que des Lumières. Pour reprendre par rapport... des Lumières. Oui, bah évidemment, c'est un philosophe des Lumières. Il est complètement dans la off-clairon, il est wolfien, etc. C'est un philosophe des Lumières, bien entendu. Mais qui présente une certaine originalité par rapport à la pensée allemande ou à la pensée française ou anglaise du temps. On salue la présence de Madame Diouf de Présence africaine. Merci d'être là. On va donner la parole à la salle. Il y a un micro, je crois, pour ceux qui veulent. Bon, là, c'est tout proche. Monsieur, présentez-vous et posez votre question. Je m'appelle Pi Gaguidi, je suis plasticien, peintre. Et donc, j'ai beaucoup de réflexions. Oui, oui. Donc, je disais donc... j'adresse ma question à monsieur l'ambassadeur et à monsieur Souleymane Bachindia. Je crois que, comme vous l'avez bien dit, la révolution que l'art nègre a faite en Europe est toujours vue comme une révolution stylistique. Or, le style, je ne pense pas que ce soit la préoccupation des créateurs africains. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rendez-vous manqué là? Parce que ces objets-là parlaient aussi d'un rapport au monde différent. Voilà. Et est-ce que... J'ai mon avis sur la question, mais Picasso, je ne pense pas qu'il est... mon avis... Moi, je pense que Picasso n'a pas vu cette dimension, mais des gens comme... Marcel Duchamp, par exemple, a vu cette dimension-là, puisque dans sa création qu'il appelle le Grand Vert, et qu'il appelle aussi... oui, voilà, mais qu'il appelle aussi la mariée mise à nu par les célibataires, il y a une espèce de présentification des mariés qui
qui n'a rien à voir avec le mimétisme, quoi. Voilà. Donc, la dimension de présentification qu'on trouve dans l'arnais, on retrouve ça chez Marcel Duchamp. C'est ce que je pense. Je vous laisse répondre. Le cri de Duchamp ou de Picasso, alors? Jean-Luc Acaïli, puis Bachir. J'aimerais que... Après avoir écrit mon livre, oui. Et après vous écouter, c'est curieux parce que c'est la même réflexion que m'avait dit Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard écrit un beau livre sur Marcel Duchamp, Les transformateurs du chant, Jean-François Lyotard. Et il me disait, ce serait beaucoup plus intéressant peut-être de réfléchir sur le cas du chant et l'art nègre. J'avais pensé, mais je pense que quelque part il doit y a quelque chose à faire. Oui, sûrement. On laisse Bachir répondre, parce qu'il l'a interpellé directement. Oui, donc je suis d'accord avec ce que vous dites et la réponse que Jean-Luc vient de vous faire sur le fait qu'il y a, au-delà de ce que disent les formes elles-mêmes, le contenu métaphysique de ces objets à proprement parler. Celui qui a essayé d'articuler cela, c'est Senghor, un des lecteurs de l'art précisément, lorsqu'il explique que l'artiste n'est pas la raison pour laquelle l'artiste ne s'arrête pas précisément à la forme, à essayer de capturer la forme, à essayer de rendre ce qu'il appelle la sous-réalité de la chose, et où il inscrit d'ailleurs le terme religieux de l'art, parce qu'on dit toujours c'est un art religieux. On dit est-ce que c'est de l'art puisque c'est d'abord et avant tout un art religieux. Oui, mais si on entend par là simplement que ces objets ont une fonction particulière dans des cérémonies religieuses, oui, c'est une tautologie, mais ce n'est pas ça qui fait leur caractère religieux, dit Senghor. Le caractère religieux, c'est précisément la manière dont l'artiste va composer des forces matérielles et va, en quelque sorte, spiritualiser ces forces matérielles. Les faire advenir à ce que Senghor appelle la lumière de l'esprit. Donc c'est ce mouvement de spiritualisation de la matière qui, pour lui, est le geste religieux inscrit dans l'objet. Effectivement, la relation d'un artiste comme Picasso, etc., à cet objet sera un rapport au langage plastique que cela porte, peut-être pas à ce langage religieux. Oui. Monsieur. Merci. D'abord, je suis très ému parce que je m'appelle Adamdi. Donc, je suis très ému parce que présence africaine, la présence africaine, je pense que Hameau, volontairement ou involontairement, est une présence africaine, déjà. Maintenant, on nous parle, je m'adresse aux philosophes, je ne suis pas philosophe moi-même, mais il a abordé la question de l'âme et du corps, et ce qui a fait la particularité de Hameau, c'est qu'en tant que philosophe, il s'est beaucoup fondé sur des médecins. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne suis pas philosophe, hein, il y a un domaine qui est très pointu, c'est la neuroscience, où des scientifiques très pointus, on parle d'images dans le cerveau et tout ça, sont en train de faire cette liaison-là qui a été, à mon avis, préfigurée par Hameau. Voilà ce que je pense. Je voulais la réponse de monsieur. Merci, Daniel Devoix. Oui, écoutez, oui. C'est-à-dire que Hameau, avec le matériel scientifique de son temps, son problème est celui de la circulation du sucre nerveux dans le corps. Et cette circulation du sucre nerveux, il a tendance à en faire, il n'affirme pas complètement, mais c'est quand même la tendance de son discours, il a tendance à en faire le principe vital. On considère que c'est ça la vie, quoi, dans un corps vivant. C'est cette circulation-là. Donc du coup, il récupère la thématique de la circulation sanguine, qui a un petit siècle d'existence au moment où il écrit, et il affirme le fait de la circulation nerveuse. Alors ça, à son époque, c'est quelque chose qui est en débat. Cette circulation nerveuse, et la notion de sucre nerveux dont il s'en parle, cette notion-là, elle appartient à Löcher, à son directeur de thèse, et également à Hoffmann.
c'est du coup une expression, une notion qui va disparaître à peu près à la fin du siècle. On s'en servira plus. Voilà. Bon. Donc évidemment, il est dépendant, tributaire du savoir de son temps. Ça c'est clair. Mais, et donc aujourd'hui, on ne le dirait plus dans les mêmes termes, mais en maintenant une attitude sans doute qu'on peut considérer comme semblable. Oui. Quoique ce soit donc un destin extraordinaire, il est seul à être noir et à enseigner la philosophie en Allemagne à l'époque. Mais ça n'étonne pas, ça n'étonne personne, si vous voulez. Ça n'étonne pas. Autrement dit, il n'y a pas le préjugé que... Exactement, exactement. Il n'y a pas le préjugé que les Noirs étant inférieurs par nature, c'est donc extraordinaire qu'un Noir arrive à assimiler toute la culture et même à devenir prof de philo, etc. Donc, ça n'est pas extraordinaire pour les gens de l'époque. C'est ça que j'ai voulu exactement pointer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infériorisation de l'individu noir en raison de ses origines, en raison de sa nature. Donc, surprésidence africaine en William, Amour et philosophie de l'implicite, une traduction de Daniel Duroy, Jean-Luc Acaillevi, le cri de Picasso. Il y a aussi d'autres livres dans la collection que vous pouvez vous procurer. Philosophie africaine, c'est Rico Giobrando. Il y a Oli à quatre sciences et reconnaissance. Philippe Gouet, l'aventure humaine, la philosophie prospective de Gaston Berger. Voilà, plein de choses à lire. Merci à vous tous, merci pour votre écoute, votre attention. Merci. Dans le corps, et qui ne soit pas de la pensée. Ça c'est le problème, réussir à définir le corps avec la vidéo après. Voilà. Présence africaine, il y a la matière grise. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Madame parce qu'on m'a demandé de faire une photo, s'il vous plaît. Désolé, parce qu'on nous a dit de venir...